Le 2 juin 2018, c'était la 10e nuit originale et je sais, j'ai pris mon temps pour les replays. Mais nouvelle année, nouvelle résolution, et comme la prochaine nuit originale aura lieu le samedi 19 janvier en live, là, dans moins de 3 semaines, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de se bouger le ravioli et vous mettre un replay par jour en attendant la 11e édition en direct. Ça fait une transition très en douceur, c'est parfait pour tout le monde. Chaque replay sera livré à 9h du mat sur YouTube et en podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcast Addict, vous cherchez version originale, vous tombez dessus, c'est magique. Et on avait ouvert la 10e nuit originale avec 2 invités. Le premier était Henri Dess, un grand chanteur pour enfants qui a fait La Petite Charlotte, Les Bêtises, La Sorcière de Minuit. Si vous avez entre 20 et 35 ans, il y a de grandes chances pour qu'un jour ou l'autre de votre enfance, on vous ait mis Henri Dess dans les oreilles. Le second invité était un bug, parce qu'une nuit originale sans bug, c'est comme une tartiflette sans fromage, ça n'a aucun sens. Et ce bug nous a fait rater les 10 minutes d'intro et les 5 premières minutes de discussion avec Henri Dess. Alors on rentre un petit peu comme ça dans le replay, dans le vif du sujet, in medias res, mais vous allez voir, c'est un peu à vif. Alors un peu de contexte, au moment de l'interview, Henri Dess sortait l'album Zinzin avec le groupe de son fils, The Grand Gamin, et cet album est un album de reprise version rock de ses classiques. Et donc je lui demandais comment cette idée était venue et comment ça s'était passé. Voilà où on en était, et voilà sa réponse. Et on a pris rendez-vous dans un studio spécialisé dans ce genre de musique, et puis on s'est mis à travailler dans la cave de mon fils, Pierrick, avec son pote Raphaël Ortiz, qui tient une guitare double manche, basse et guitare saturée. Et puis on a travaillé là-dessus, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais il n'y a pas un grand écart gigantesque entre auteur pour chansons d'abord pour enfants et des trucs plus rock. Est-ce que dans l'approche c'est pareil ou est-ce qu'il a vraiment fallu se mettre dans un autre contexte? Est-ce que déjà c'est quelque chose que vous aviez déjà touché peut-être un peu en privé ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé là pour l'occasion? Non, ça n'est jamais arrivé. Je veux dire, la chanson, elle existe telle que vous la connaissez. Quand on écrit une chanson, il y a quoi? Un texte, une musique, s'il y a un mariage entre les deux, et puis on entend la voix du chanteur, voilà. Là, il y a ce que je définis comme une sorte de cadeau dans le paquet, puis après, autour, on fait un emballage. Ces chansons-là, elles ont été emballées de diverses manières. J'ai même fait, à la salle Playel, un spectacle avec le grand orchestre des concerts amoureux en version classique, et ça allait très très bien, mais les chansons sont les mêmes. C'est-à-dire que moi, sur scène, je suis le même. Je change pas. C'est mes 2 acolytes qui sont à côté, qui sont des dingues, et qui donnent cette espèce de folie à cette formule, quoi. D'accord. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé d'abord? Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit tour en arrière pour revoir le cheminement qui est arrivé jusqu'ici. Déjà, l'album est sort quand? Du concert à Paris, peut-être, éventuellement? J'ai pas compris, excusez-moi. Ah bah oui, l'album, le nouvel album version rock ressort, oui. Du coup, est sorti, il sort. Des concerts à Paris, peut-être bientôt? Alors, j'espère bien, oui. On a déjà fait la maroquinerie il y a quelques temps. C'était assez étonnant, ça marchait très très bien. Mais là, on attend aussi. C'est vrai que je peux vous avouer que on subit, si vous voulez, une espèce de plafond de verre. Parce que un chanteur pour enfants comme moi qui fait tout d'un coup du rock, on se dit c'est quoi cette bêtise là, quoi? C'est complètement idiot. À quoi il s'amuse, etc. Donc il y a une espèce de plaque de verre au-dessus de moi, elle est en train de se fissurer parce qu'il y a eu plusieurs choses très importantes qui sont arrivées. Par exemple, dans le monde, il y a eu une page entière la semaine dernière qui parle de ça. Maintenant, vous me téléphonez. Il y a d'autres gens aussi qui s'intéressent à ce disque et à cette formule et qui trouvent que c'est pas si idiot que ça parce que ça se passe pas si mal. Donc en tout cas, en Suisse, on fait des très gros concerts. On fait des concerts dans des salles évidemment assez petites, dans les clubs de rock. Les clubs de rock en général, c'est quoi, 250 personnes, mais aussi dans certains festivals où je suis passé au Chant du Gros, il y avait 6000 personnes. Donc il y a 6000 personnes qui vous ressemblent et qui sautent comme des fous et qui chantent tout par cœur, quoi. Et des choses complètement dingues. Ouais. Est-ce que vous les avez rencontrés, genre est-ce qu'ils vous ont raconté des souvenirs d'enfance, des choses comme ça? Qu'est-ce qu'on vous raconte quand on grandit avec vos chansons et qu'on a 20 ans de plus après? Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire? Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont raconté des anecdotes particulières par rapport à vos chansons sur, je sais pas, des choses, de la façon dont ça les a marquées? Bah, écoutez, en gros, je pense que presque tout le monde me dit qu'une autre chanson, ou même quelques chansons, les a marquées profondément.
Il y en a certains qui me disent que c'est grâce à mes chansons qu'ils sont mis à jouer du tambour, par exemple, ou de la batterie, ou c'est grâce à mes chansons qu'ils se sont mis à faire de la musique aussi, ou à chanter. Et puis d'autres, simplement, qu'ils ont gardé un souvenir très ému de cette partie de leur enfance qui était très très forte pour eux, un peu à travers mes chansons, quoi. Voilà. C'est un peu ça qui se passe tout le temps, quoi. Ok. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le début de cette histoire. Après, on passera peut-être aux anecdotes un peu plus perso, mais comment est-ce que vous vous êtes lancé? À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez faire de la chanson pour enfants? Le jour où vous avez su que ça allait être votre métier? Alors, d'abord, j'ai fait à peu près une dizaine d'années de chansons pour adultes, qui ont fait un succès d'estime, si vous voulez. J'ai quand même fait 5 ou 6 albums. Et puis, un jour, mon fils, Pierrick, est né, et quand il a eu 4 ans, 5 ans, est arrivé au monde une petite sœur, et j'ai eu envie d'écrire une chanson pour elle. J'ai appelé ma petite sœur. Et j'ai demandé à mon fils s'il voulait bien chanter avec moi. Comme il savait pas lire ni écrire, il s'est un peu souvenu de la chanson comme ça de tête, et on est allé dans les combles de ma maison qui se trouvait en Seine-et-Marne à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis on a enregistré cette chanson sur un agra, voilà, un appareil professionnel, mais juste comme ça avec sa voix, ma guitare et ma voix. Et je voulais enregistrer ça pour garder un souvenir de la voix de mon fils à ce moment-là, comme on peut faire une photo. Ouais. Et mes amis autour de moi m'ont dit, écoute, laisse pas ça dans un tiroir, c'est trop chou, quoi, c'est mignon comme tout. Et puis là, j'ai eu envie de sortir un album un album complet qui s'est appelé Cache-Cache Volume 1, qui s'appelait Cache-Cache, où il y avait Mon Gros Loup, Mon Petit Loup, il y avait La Mélasse, Ma Petite Sœur est Jolie, enfin, voilà, des choses comme ça. Et ce disque a tout d'un coup fait un espèce s'est mis à marcher de manière très naturelle comme ça. J'avais pas du tout les médias pour moi. C'est un petit peu à travers les écoles qui se sont intéressées un petit peu à ces chansons-là que ça s'est mis à marcher. La maison de disques à l'époque me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire une émission de télévision, les disques sortent sans arrêt et se vendent. Puis je dis non, pas du tout, j'ai rien fait, mais c'était une espèce de bouche à oreille qui s'est mis à marcher très très fort. D'abord en Suisse ou directement en France? Oui, pardon? D'abord en Suisse ou directement en France? Alors d'abord en France, parce qu'en France, j'habitais pendant 19 ans en France. Et ça a commencé sur la région parisienne, parce que je suis passé dans un petit théâtre à Paris qui s'appelait un petit théâtre de 100 places, où je passais tous les mercredis, et il y avait une vingtaine de personnes le premier mercredi, ensuite il y en avait 30, 40, 50, 60, c'était plein, et puis c'est nous qui faisions les réservations à la maison. Et ça s'est mis à déboucher sur des spectacles un petit peu, parce que les gens se sont aperçus que j'avais un public qui arrivait naturellement, et c'est comme ça que c'est parti. Ouais. Là, on est en 1977, et 2 ans après, il y a un tube qui sort, qui est La Petite Charlotte, quoi, du coup. Voilà. Je crois que c'est une des chansons les plus emblématiques de mon enfance, alors que je suis né 10 ans après, quoi. Comment est-ce que vous l'avez composé? C'était quoi vos sources d'inspiration au-delà de votre fils? Alors, écoutez, moi, je peux pas expliquer comment j'écris mes chansons. Je peux seulement vous dire un peu comment je l'ai fait. D'abord, j'écris toujours la musique pour commencer. Et c'est la musique qui m'inspire quelques mots qui viennent se coller à un bout de phrase musicale. Et ces quelques mots sont un peu le début d'une idée. Puis après, je tourne autour. Et puis, je commence la chanson, je la finis. Je trouve un début, un milieu, une fin. Mais quand je commence une chanson, je n'ai jamais autre chose que la musique. Et c'est la mélodie qui m'inspire. C'est toujours la mélodie qui m'inspire. Et puis, c'est cette mélodie qui attire à elle quelques mots qui sont entourés d'une fratrie d'autres mots qui finissent par faire un début d'idée de chanson. Et après, je travaille, quoi. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Comment est-ce que vous faites une mélodie pour enfants? Parce que je vois la différence. Si on me demande, je vois la différence, par exemple, entre une mélodie pour une chanson pour enfants et une chanson de death metal, par exemple. Mais comment est-ce que vous déterminez quelle mélodie fonctionne à quel moment est-ce que vous dites, cette mélodie, elle est bien pour une chanson pour enfants? Est-ce qu'au contraire, vous en avez fait qui passaient pas du tout? Ou vous en avez fait qui, vous pensiez qu'elle passait, mais en fait, elle marche pas? Comment vous décidez ça? À quel moment vous tranchez? C'est tout à fait instinctif.
Alors, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas du tout je me prends pas la tête, je me dis pas, tiens, il faut faire ceci ou cela parce que c'est ça qui marche ou qui marche pas. Ça m'a jamais intéressé de faire ça comme ça. Je me suis toujours dit, ben voilà, j'essaye un truc et instinctivement, je lui dis, c'est bon, j'ai trouvé une mélodie qui se tient. Et à partir de là, je me mets à travailler pour trouver un texte qui va venir se coller dessus, qui va fabriquer une sorte de mariage entre le texte et la musique, espérant peut-être que ça réussisse une chanson, quoi, voilà. Et au niveau des paroles, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous y allez à l'instinct aussi, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui est plus travaillé, qui est quelque chose des thématiques que vous avez envie de calquer sur ces mélodies? Non, j'ai jamais pensé à une thématique. Il n'y a aucune thématique qui est partie au départ. C'est toujours la musique, encore une fois, qui m'a inspiré quelques mots, qui ont fini par faire une petite phrase. Et cette petite phrase, c'était un bout d'idée. Et c'est à partir de là que je me dis, bah tiens, c'est pas inintéressant, allons-y, quoi. Donc voilà. Il y a pas mal de questions de gens dans le chat, sur le live. Donc il y a Nicolas C qui demande, c'est quoi une bonne chanson pour enfants? Vous avez 4 heures, allez-y. Il y a pas de problème. Je crois qu'il faut déjà que la mélodie existe, parce que c'est pas si simple de faire une mélodie qui se tienne et qu'on retienne pendant des années, comme c'était le cas pour beaucoup de gens, quoi, et qui ont gardé en tête ces mélodies pendant des années, qui les retrouvent 20 ans plus tard et qui s'en souviennent, quoi, parce qu'une mélodie, c'est une mélodie. S'il n'y a pas de mélodie, il y a pas de chance qu'on réussisse une chanson, quoi. Mais je parle pas que pour les enfants. Je parle que beaucoup aussi pour les adultes. Quand quelqu'un est un mélodiste, la chanson se retient et se chante. Brassens est un mélodiste, Julien Clerc est un mélodiste, Woolsey est un grand mélodiste aussi, et toutes ces chansons-là tiennent la route parce qu'il y a une mélodie. S'il n'y a pas de mélodie, ben voilà, ça tient le temps de faire une promo et puis que ça marche pendant 6 mois, après on l'oublie, quoi, c'est simple. Alors vous avez commencé en 77, là on est en 2018, donc ça fait plus de 40 ans bientôt, ça fait même plus de... Non, 30 ans, 40 ans. M'en parlez pas. Pardon. Nous sommes tous très impolis, vous savez, on enregistre de Paris, donc... non, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous avez vu des changements dans votre public? C'est-à-dire que en 77, on regardait pas les mêmes dessins animés quand on était enfant qu'aujourd'hui, on n'avait pas accès aux mêmes médias, il n'y avait pas autant de chaînes, la culture était très différente. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme changement dans votre public entre 77 et aujourd'hui? C'est pas énorme comme changement, parce qu'en fait, l'enfant, ce qu'il a au départ autour de lui, c'est quoi? C'est son papa, sa maman, sa sœur, le chien, le poisson rouge. Dans cet univers-là, les enfants restent un petit peu encore dans ce genre d'univers, même maintenant, même s'ils sont en phase 2, et pour les accompagner, Internet et des choses très évoluées comme celle-ci. Mais ça fait pas une très grande différence. Sauf que maintenant, ils sont évidemment ouverts aux choses encore plus vite qu'avant. C'est-à-dire que la tranche d'âge qui m'écoutait avant jusqu'à 8 ans ou 9 ans a baissé un peu, parce que maintenant, à 8 ans, on est déjà dans le rap, quoi. Mais autrement, sur le plan de la sensibilité, il n'y a pas grande différence. Là, hein. Il faut s'y mettre, hein. Il faut s'y mettre au rap, là. Ah ben oui, pas pour moi, parce que je suis pas fanat, mais et puis je veux dire, le rap, c'est le texte, et puis c'est sur un rythme, donc il n'y a pas de mélodie, ou c'est rare les mélodies sur le rap. Donc moi je me vois pas très bien dans mes chansons partir sur le rap. Il y a Gus qui vous demande, en vrai, qui est la petite Charlotte? J'en sais rien du tout, hein. Je sais pas, c'est une question. Je sais pas, c'est ça, encore une fois, c'était instinctif quand je suis sorti. J'ai fait la musique, j'ai ta papa, bon, je sais pas, et le papa, et j'ai eu envie de dire pan, et puis voilà, puis c'est sorti qui est là, et puis derrière, il y avait la petite Charlotte, ça aurait pu être la petite Josette, je sais rien. Mais comme Anne Sylvestre a déjà fait une chanson qui s'appelle La petite Josette, j'ai pas mis la petite Josette. Mais bon, mais c'est très instinctif, c'est toujours très compliqué pour moi d'expliquer pourquoi, comment je le fais. Parce qu'il n'y a pas de règle, quoi. La seule règle, c'est que je m'inspire, la musique m'inspire, c'est tout. Est-ce qu'il y a un moment parmi toutes vos tournées, alors je sais que moi j'avais la cassette d'un live à l'Olympia, alors je sais pas de quelle année c'était, je me demande si c'était pas 89 ou quelque chose comme ça. Ah, ça se pourrait, ouais, bien sûr. Possible. Ouais. Et est-ce qu'il y a des moments dans votre tournée qui vous ont particulièrement marqué? Alors, il y a eu un moment qui était assez dramatique, et quand ça a commencé à marcher un peu, Jean-Michel Boris, qui était le programmateur de l'Olympia à ce moment-là, après Monsieur Cocatrix, c'est lui qui a repris un peu les rênes de la programmation de l'Olympia,
Et il a entendu parler de moi, et il est venu me voir en banlieue parisienne, et puis il a dit, écoute, il faut absolument qu'on fasse l'Olympia ensemble, on va faire l'Olympia 3 fois. Et puis j'ai dit, bon d'accord, formidable, j'étais très heureux de ça. Et puis on a programmé l'Olympia, etc. Puis il y a eu les attentats de chez Tati. Et à Paris, il n'y avait plus personne qui montait sur la Tour Eiffel, musée Grévin était quasiment fermé, et puis les gens n'osaient pas aller au spectacle parce qu'ils avaient peur qu'il y ait une bombe qui explose au moment où leurs enfants ont été là, quoi. Donc en fait, je me suis retrouvé dans le premier spectacle avec 18 personnes dans la salle, c'est que l'Olympia fait qu'il y a 1850 personnes, et il y avait 2 rangs, quoi. Il y avait 2 rangées. Et puis sur les 18 personnes, il y a une dame est venue dans la coulisse en me disant, vous savez, je suis venu avec 12 enfants qui sont aveugles. Ok. Qui sont aveugles. Et il y a une chanson qui les intéresse parce que dans cette chanson, je parle pas de ce qu'on peut voir, mais ce qu'on peut ressentir. La chanson s'appelle Le Petit Chemin, où on sent des odeurs quand on se balade. Quand on arrive devant le boulanger, quand on croise quelqu'un qui fume une pipe, enfin voilà, des choses comme ça. Et tout d'un coup, ça a été un truc incroyable, parce qu'il a fallu que je l'apprenne à toute vitesse, et j'ai chanté devant 18 personnes. Le lendemain, il y avait 60 personnes, le surlendemain, à peu près autant, et c'était assez la cata, parce que, mon Dieu, la première fois que je fais l'Olympia, d'avoir aussi vite que ça, c'est effrayant, quoi. Ouais. Et puis 2 ans plus tard, j'ai téléphoné à Jean-Michel, puis j'ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on pourrait refaire une fois? Il m'a dit, mais c'est pas ta faute, j'y suis pour rien, c'est les événements, et tu y es pour rien non plus, donc on va le refaire. Est-ce que Jean-Pierre s'occupe toujours de toi? J'ai dit, oui, il s'en occupe toujours, mais je peux l'appeler? J'ai dit, oui. Puis j'ai fait, tu veux en faire combien? On en fait 1, 2, puis il me dit, non, on va en faire 7. J'ai dit, quoi? 7? Il me dit, oui, 7 fois, d'accord. Bon, alors, 7 fois, et on les a remplis. Et 2 ans plus tard, j'en ai fait 9. 2 ans plus tard, j'en ai fait 11. 2 ans plus tard, j'en ai fait 13. 2 ans plus tard, j'en ai fait 15. Et 2 ans plus tard, j'en ai fait 18 d'affilée. Wow. Et je me retrouve actuellement avec 93, parce que je parle en Suisse, là. avec 93 Olympia faits. Et tous pleins, sauf avant Noël où il y avait un peu la moitié de la salle, mais autrement tout le temps c'était bourré. Et voilà, donc en fait, ce que vous me demandiez tout à l'heure, s'il y a un truc qui était marquant, ça c'était très marquant cette histoire-là. Et en même temps, Jean-Michel a eu la gentillesse de continuer à me faire confiance. Voilà. Puis après les Olympiades, il y a eu tous les zéniths de France que j'ai fait, et voilà. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'était leur premier concert. Je crois que c'était moi aussi, mon premier concert, c'était à Nantes en 91. Beaucoup d'informations. Mais par contre, il y a une question de Agatha N qui demande quelle est la chanson dont vous êtes le plus fier. Bisous de Lausanne. Elle finit diplomatiquement. Oh, c'est difficile parce qu'en fait, je suis assez sensible aux chansons qui plaisent. Qui plaisent au public, des chansons qui me sont réclamées tout le temps, quoi. Donc celle-ci, je me dis oula, j'ai réussi quelque chose parce que là, elles ont fait leur chemin, elles ont fait un bout de route et sans que je le veuille, comme ça c'est tout d'un coup les chansons vous échappent. Et là, elles arrivent sur le marché, les gens les prennent à leur compte, et puis d'un coup, il y en a un qui me dit, moi c'est le beau tambour, moi c'est Polyglotte, l'autre me dit, moi c'est Charlotte, un autre qui dit, moi c'est Flagada, moi c'est mon gros loup, mon petit loup, moi c'est le facteur. Bon voilà. Et puis, c'est ces chansons-là qu'on me réclame régulièrement, et en général, disons, quand je fais une chanson comme ça, comme j'ai jamais eu de pression des maisons de disques pour me dire, faites plutôt ceci ou plutôt cela, parce qu'il faudrait que ça marche, j'ai toujours fonctionné d'une autre manière en me disant je veux d'abord que ça me plaise, je veux d'abord que ça soit juste par rapport à ma sensibilité, et à partir de là, si cette chanson me paraît digne de sortir, eh ben elle sortira, sinon elle sort pas, c'est tout. Donc je veux dire, toutes les chansons que j'ai écrites, et il y en a un peu plus de 200, je peux toutes les écouter maintenant sans rougir, disons, voilà. C'est cool, c'est très bien. Il y a pas mal de souvenirs qui sont en train de se partager dans le chat, notamment liés à la sorcière de minuit, qui pour beaucoup est un traumatisme. Oui. Voilà, par exemple, lui, c'est la sorcière de minuit, puis voilà. La sorcière de minuit qui a cassé ma pendule. Ça va, il tient le coup? Je sais pas trop, ça a l'air d'aller, mais difficile. Non, par contre, il y a Gudule Zebri qui demande s'il y a des parents qui se sont déjà plaints. Alors, il précise du fait que les mélodies entrent tellement vite en tête, mais est-ce que globalement, vous avez déjà eu des parents en colère pour telle ou telle raison, pas forcément rationnelle, hein?
Non, pas vraiment. Pour une photo, une fois, j'ai été très très surpris parce que j'ai fait une photo avec des mômes. J'étais assis sur un cube, sur plusieurs cubes, comme ça le photographe nous a installé, puis il y avait une dizaine de mômes qui étaient là, et il y en avait un qui était entre mes jambes, comme ça, puis j'avais mes mains un petit peu au-dessus de sa tête, sans le toucher, mais j'avais les mains un peu au-dessus de sa tête, et il y a une ligue catholique qui a trouvé que je dominais cet enfant, d'ailleurs malsaine, et voilà, il m'a fait savoir. Je sais pas très bien compris ce qu'il voulait dire, mais bon, c'est comme ça peut arriver, des choses pareilles. Voilà. Non, mais en principe, j'ai pas eu d'avis négatif sur mes chansons, au contraire, j'ai toujours eu des gens qui m'ont dit à quel point je faisais partie de leur univers, de leur famille, dans la voiture, à la maison, enfin partout, quoi. Donc je crois que les gens m'aiment bien finalement, puis ça me plaît. Il y a Silver Nato qui demande, il voudrait savoir en fait pour le petit zinzin exactement comment ça fonctionne et c'est quoi exactement ce qu'il y a derrière. Le petit zinzin ? Ouais. Vous voulez expliquer un petit peu aux enfants comment on faisait un bébé, quoi. Mais alors justement, comment est-ce que vous avez abordé cette question? Est-ce que ça vous est arrivé d'un coup ou vous avez retravaillé le sujet pour être à la fois équivoque mais pas trop non plus? Je sais plus comment je l'ai faite cette chanson, mais au départ, je pense que j'ai dû dire papa comment on fait comment c'est fait dans un piano, et puis après j'ai trouvé cette formule, c'est le petit zinzin qui passe par ici, machin, qui va toucher le petit machin, etc. Et après je cherchais une chute et j'ai mis le bébé. Évidemment, ça paraît un peu curieux de faire, c'est très rigolo de voir que le papa est un peu gêné pour dire que c'est avec cette même phrase. Pour expliquer comment on fait les enfants, quoi. Mais bon, c'est toujours pareil, je me souviens pas trop, ça fait longtemps, hein, cette chanson, elle est sortie en 81, donc, vous voyez, à me souvenir comment je l'ai écrite, mais c'est toujours été instinctif, et c'est toujours été un travail tranquille, de fond, pour arriver à trouver la bonne idée de départ et la bonne idée de fin. Et cette idée de fin avec le papa qui explique comment on fait les enfants, j'ai trouvé ça assez marrant, quoi. Voilà. Alors il y a des cassettes vidéo de vous en concert, des DVD maintenant, je pense qu'on va passer un petit peu aux années 2000 quand même, mais je me rappelle aussi de dessins animés, et puis j'apprends dans le chat qu'apparemment il y a eu un jeu vidéo sur vous, en tout cas lié à votre univers. Oui, je crois qu'il y a eu des jeux qui ont été faits. Hein. Ouais. Ok, vous avez été impliqué à quel niveau là-dedans? Est-ce que vous avez participé? C'était un autre processus créatif ou c'était un peu distinct? Je me souviens plus. J'ai fait tellement de trucs, je me souviens pas de celui-là. Je sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait, je sais plus très bien lequel. Enfin, en tout cas, le dessin animé, c'est un dessin animé qui avait été fait en Hongrie, je crois, en Bulgarie. J'avais été voir un petit peu les studios pour voir comment ils faisaient ça. Donc, mais c'est le dessin animé qui avait été fait sur le disque Les Bêtises à l'école, avec Mon cheval gris, enfin avec Y'a tout qui va pas, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça a été, on se retrouve maintenant sur Internet avec un nombre de vues assez impressionnant. Par exemple, Les Bêtises à l'école. Sur ce dessin animé, on a dépassé 4 millions, quoi. Oh, pas mal. Pas mal. Et puis c'est pareil, c'est marquant ça. Il y a des questions qui reviennent assez régulièrement sur les coulisses de la vie d'un chanteur pour enfants, et notamment pas mal de gens qui se demandent est-ce que vous êtes, dans quelle mesure est-ce que vous êtes pris au sérieux dans le monde de la musique Est-ce que vous dialoguez avec tous les interlocuteurs de la même façon? Ou est-ce qu'au contraire vous avez subi des obstacles que vous auriez aimé ne pas rencontrer? Alors, la chanson pour enfants a toujours été un tout petit peu considérée en dessous de la jambe, je pense. Considérée comme un petit... déjà, Jacques Gainsbourg trouvait que la chanson, c'était des chansonnettes, c'était un peu un art mineur. Il le disait avec le sourire, mais en même temps, il le pensait sûrement un tout petit peu. Alors, vous imaginez la chanson pour enfants par rapport aux grands médias, ils ont toujours considéré que c'était un petit peu, c'est pour les mômes, voilà. Ce qui fait que je vous avouerai que depuis que j'ai commencé ce métier-là, j'ai fait un seul prime time à la télévision depuis 1977 jusqu'à ce jour. Un seul. Et c'était avec Jacques Martin. Il m'a fait confiance, on a fait son émission... comment elle s'appelle? Alors laquelle? Parce qu'il y en avait plusieurs. Il y avait l'école des fans. Voilà, c'est ça. Ça là, okay. L'école des fans. Donc en fait, il m'a proposé de faire l'école des fans. Je crois que je l'ai fait 2 fois ou 3 fois.
Mais autrement, je n'ai jamais eu de proposition pour faire des émissions de prime time à 8h, à 8h30 le soir, chez les Carpentiers ou des choses comme ça, jamais. Alors que mes consoeurs, Dorothée et Goya, étaient prises dans ces émissions-là. Moi, j'ai jamais été pris. J'ai jamais non plus bénéficié des playlists dans les radios. Donc ma carrière n'a été construite que par le public et par le bouche-oreille. Et comment vous l'expliquez ça justement, cette j'aimerais bien savoir, c'est comme ça. Alors maintenant, ça change un peu. J'ai le sentiment que c'est un tout petit peu différent. D'abord, les gens qui étaient aux manettes à l'époque étaient des personnes qui n'avaient pas connu mes chansons, qui étaient à un âge où ils n'étaient pas entrés dans mon univers. Là, vous, par exemple, vous avez l'âge d'avoir connu mes chansons quand vous étiez enfant. C'est peut-être pour ça aussi que vous me téléphonez. Donc, ça change un petit peu la donne parce que les gens qui sont aux manettes maintenant, ils ont plus le même âge et ce sont mon ex-public qui a pu tomber dans la soupe à un moment donné. Donc voilà, maintenant tout d'un coup, je me mets à faire des choses avec les médias que je n'ai jamais faites. Un peu parce qu'il y a le disque Zinzin qui est sorti, parce que c'est un petit peu un disque pour adultes aussi. Mais autrement, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai pu faire quand même 93 Olympia, je sais pas combien de fois le Zénith, et vendre des millions de disques sans passer par les médias. Quoi. Voilà. Oui, il y a ça. Moi, j'aimerais vraiment, faut vraiment que j'assiste à ça parce que je veux voir ce phénomène de trentenaires qui chantent vos chansons avec une bière à la main. Cette image me réjouit énormément. Et venez, vous allez vous amuser, c'est incroyable. Il y a des mecs qui viennent le voir, c'est des motards, ils ont les bras qui sont plus gros que mes cuisses. Et puis ils chantent avec une bière, comme des fous, quoi. C'est fantastique. Moi, j'adore ça. Je me dis, bon Dieu, j'ai chanté pour eux quand ils étaient petits, ils ont beaucoup changé, hein. Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Anne Sylvestre aussi. Notamment, vous avez vous avez partagé un micro pour Seul en cirque. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de cette période-là? Seul en cirque, c'est un projet qui était destiné au jeune public également. Et puis, ils avaient invité Anne Sylvestre pour faire une chanson, et puis moi. Voilà. Et j'ai pas connu toutes les personnes qui ont fait ça. Et puis voilà, ça fait ça. Une grande compilation de chanteurs. Il y a beaucoup de monde. Voilà, il y a beaucoup de chanteurs, oui. Ouais, qui passaient là-dedans. Il y avait Carla Bruni, il y avait. On est moins sur la chanson pour enfants, du coup. Mais, oui, c'est ça. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà été tenté de partir de la chanson pour enfants pour revenir sur la chanson généraliste, pour adultes, enfin en tout cas d'essayer un autre genre avant évidemment le rock? Non, je trouve que le public, là quand je me retrouve dans une salle de spectacle, j'ai maintenant presque plus d'adultes que d'enfants qui viennent à la salle. Ils viennent avec leurs mômes, mais en même temps, ils viennent pour eux. Donc, j'ai vraiment un public adulte. Et avec mon nouveau spectacle qui s'appelle En Solo, que je vais donner à la Grande Comédie à la fin de l'année à Paris, entre le 10 novembre et le 23 décembre. C'est un spectacle solo, c'est-à-dire que je suis tout seul à la guitare. Et c'est mon spectacle pour les familles. Et là, je m'aperçois, j'ai fait Montréal il y a 3 semaines. Ouais. Il y avait plus d'adultes que d'enfants dans la salle. Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez à l'esprit, ça justement, qu'il va y avoir beaucoup de trentenaires dans la salle quand vous préparez par exemple la scénographie ou quand vous écrivez maintenant des nouvelles chansons? J'écris plus. Ah, d'accord. J'ai arrêté depuis maintenant une année. Ah oui, c'est récent du coup. Ouais, j'ai arrêté, puis maintenant j'ai un tel répertoire que je me dis maintenant je vais essayer de... avec Zinzin justement, je me suis amusé à reprendre des chansons de ce répertoire et puis j'ai envie de continuer un peu comme ça, d'aller puiser, si vous voulez, dans les chansons qui ont marqué très fort un public qui m'a écouté pendant un bout de temps, quoi, voilà, au début. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Si vous pouviez faire ce que vous vouliez, absolument tout, alors peut-être pas en dehors de la chanson, mais ce serait quoi vos grands projets pour la suite? Alors c'est un peu bizarre de vous dire ça, mais j'ai pas de projet. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de projet. Et c'est toujours les choses qui m'ont croisé et que j'ai analysé et décidé de faire ou ne pas faire. Donc là, je suis tranquille chez moi et il y a des projets qui sont en train de se présenter, comme ce spectacle en solo et puis les Zinzin qui vient de sortir et puis des demandes de médias. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était très nouveau pour moi. Et je vais repartir à Paris la semaine prochaine pour faire des choses.
J'ai plusieurs grosses émissions que je vais faire avec Patrick Cohen, avec complément d'enquête et toutes ces choses comme ça. Complément d'enquête, carrément. Faites entrer d'accusé non plus aussi ou Vous vous rendez compte, il me demande un complément d'enquête. Alors bon, ça m'amuse parce que c'est complètement étonnant qu'il me demande ça. Peut-être qu'il je sais pas exactement quelles sont ses motivations, mais je pense que ça tombait un tout petit peu pendant la période de la fête de la musique, et puis il a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus léger. Puis peut-être que ça l'intéresse aussi, comme vous, de savoir comment c'est possible quelque part, parce que c'est souvent des questions qu'on me pose, que j'en sois arrivé là comme ça, quoi. Parce que c'est tellement atypique et tellement hors norme que les gens comprennent pas trop. Il y a un truc quelque part, marketing, si on veut réussir quelque chose avec un artiste, il faut que ça passe par certains tuyaux. Moi, je suis jamais passé par là, et puis ça marche quand même. Donc, je me dis pourquoi, comment, voilà. Mais ce qui est assez chouette, en fait, il n'y a pas un moment. Est-ce qu'il y a un moment de doute dont vous vous rappelez? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, oh, c'est pas possible, ça va trop loin, ou ça va s'arrêter du jour au lendemain? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit ça? Non. Okay. Non, je m'en foutais un peu. Ah, ok. Je me suis jamais pris la tête avec ça. Mon entourage, oui. Mon entourage, ça les a énervés de voir que j'étais même pas pris au sérieux par les médias, et ça les a complètement agacés. Puis je leur ai dit, mais écoutez, lâchez, qu'est-ce que ça peut faire? Je veux dire, j'ai en face de moi un public fantastique qui vient me voir. Mes salles sont pleines, les disques se vendent, qu'est-ce que vous voulez de plus? Les médias, finalement, c'est quoi? C'est très utile, mais c'est le trait d'union entre l'artiste et le public. Et là, le trait d'union, ma foi, je suis passé par-dessus, parce que bouche-oreille a marché de manière incroyable pour moi. Et qu'est-ce que j'ai à me plaindre de ça, quoi. Ah, donc oui. c'est eux qui s'énervaient, mais pas moi. Bah bien sûr. Alors là, ça fait du coup, je suis désolé, j'en mets une couche, mais ça fait 40 ans du coup que vous avez commencé, là vous avez arrêté d'écrire, mais est-ce qu'il y a des morceaux qui vous tiennent particulièrement à cœur? Des chansons que vous portez encore aujourd'hui et qui ont un vrai sens pour vous, quelque chose une place spéciale pour vous en fait? Oui, mais c'est encore, je vais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu les chansons, c'est ce qu'elles sont devenues que je trouve magnifique. Quand quelqu'un me dit j'aimerais tellement entendre cette chanson-là parce que je l'adore, voilà, je l'adore aussi, voilà. parce que je trouve ça tellement étonnant, tellement fou, quoi. Donc, mais j'ai jamais pensé qu'il y en avait une qui était tout en haut puis les autres de l'autre côté, quoi. J'écris mes chansons tranquillement et puis pour moi elles ont été dignes de sortir sur un disque et ça m'a suffi largement au départ. Et maintenant, voilà, y en a certaines qui plaisent, comme votre collègue qui vous parle de La sorcière de minuit, l'autre de Zinzin, l'autre du Beau Tambour, l'autre de Charlotte, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des artistes aujourd'hui avec qui vous aimeriez aller sur scène? Alors là, vous allez faire du métal. Dans les commentaires, ils vous proposent un duo avec Orelsan. Je connais pas, moi, Orelsan. Il vient de sortir, enfin, ça c'est nouveau, ça. Ah bah oui, vous écoutez sûrement au moment de... Peut-être que vous avez été déterminant dans sa carrière, d'ailleurs. C'est pas complètement impossible, mais est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui que vous suivez musicalement et qui avec qui, à la limite, on pourrait vous voir sur scène Écoutez, moi je suis assez critique par rapport à ce qu'on entend. On a eu une période où moi je suis très chanson française quand même. Je suis un amoureux de la chanson française et qui ai vécu l'époque de Brel, Brassens, Guy Béard, etc. Et puis après il y a eu la deuxième époque, quelques dizaines d'années plus tard, avec Renaud, Souchon, Cabrel, etc. Puis maintenant j'attends un peu. Et il y en a un qui m'a vraiment marqué, que j'ai adoré, c'est Stromae. Ouais. Parce que je trouve qu'il a tout dans ses chansons, et en plus là, le visuel qui est complètement fou. Je sais pas ce qu'il vient, mais je crois qu'il a un petit peu, je pense s'il revient sur le devant de la scène ou pas, j'en sais rien. Je crois qu'il a fait des choses justement avec Orelsan d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais je vais pas aller chercher ça. Je veux dire, si quelqu'un me dit Henri, j'ai adoré ce que tu faisais, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble, je vais dire oui, pourquoi pas, on va voir, avec plaisir. Mais je vais pas courir après parce que c'est pas mon truc, je le fais pas, j'ai jamais fait ça comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a des artistes qui sont à l'inverse venus vous voir pour faire des choses avec vous? Non. Oh, non. Dis donc.
Ils avaient peut-être la mauvaise adresse mail, bizarre. Je suis un pauvre chanteur, comme vous dites. Non, mais c'est pas grave, ça me fait pas de peine non plus, je veux dire, c'est pas très grave. Hein. Non, mais c'est... Si ça se présente un jour, ça se fera, si ça se fait pas, je suis très content comme ça. Hein, mais c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'il y a une forme de cloisonnement, j'ai l'impression, entre la chanson pour enfants et le reste. Par exemple, il n'y a pas de catégorie chanson pour enfants aux victoires de la musique. Oui, mais je pense qu'il y a un cloisonnement pour beaucoup de chansons, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeux dans certains genres. Certains chanteurs ou certains musiciens se plaignent que leur genre n'est pas mis en avant non plus. Hein. Je suis pas le seul. Hein. Par exemple, les victoires de la musique, ils ont arrêté avec la chanson pour enfants, par exemple. Ah, il y avait. J'ai eu trois victoires de la musique, et comme c'est toujours moi qui gagnais, mais ils ont arrêté. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais ils ont arrêté. J'en ai aucun souvenir. Alors, c'est vrai que j'ai lancé ça, mais je m'étais pas renseigné au début. Mais donc, du coup, c'était une vraie catégorie avant, quoi. Et toujours dans la catégorie chansons pour enfants, aujourd'hui, qui, alors, à part vous paraît représenter le genre, parce que nous, c'est très emblématique pour nous, mais les enfants qui grandissent aujourd'hui, à part vous, il y a qui sont vos successeurs? Je sais pas, dites-moi. Ah j'en sais rien, je vous pose la question. Il y a Aldebert. Écoutez, qui arrive à avoir un large public comme moi, pour l'instant je vois pas, mais il y a sûrement des très bonnes choses qui vont se présenter, mais je connais beaucoup de gens, mais ils sont encore confinés un petit peu dans des trucs un peu plus réduits comme ça, plus confidentiels. C'est difficile d'arriver avec la chanson pour enfants. Je pense que si quelqu'un devait partir maintenant avec la chanson pour enfants, c'est un autre monde et je suis pas certain qu'il y arriverait. Ça risque d'être très difficile, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'Aldebert notamment aussi. Oui, voilà, par exemple, Aldebert. Qui avait commencé par le métal lui-même, donc finalement c'est un chemin un peu... Il a fait un chemin inverse. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que du coup ça vous donne envie de poursuivre dans le métal après ou dans le hard rock Bon, pour l'instant, le disque vient de sortir. J'ai bien envie de faire quelques concerts avec ça et puis m'amuser. En fait, mon âge me permet d'être complètement relax avec tout ça, sans me faire de plan de carrière. Je veux dire, tout d'un coup, des choses arrivent. Je regarde, puis je dis oui, et puis super, je m'amuse. Et puis avec mon fils et son copain, on est comme des fous sur scène. Et puis voilà, si ça se présente, ça va se faire. Si ça se présente pas, voilà. Mais là, c'est en train de s'ouvrir un peu, oui, c'est sûr. Alors, là, c'est le moment où il va falloir être extrêmement sincère. Et je sais que cette question va pas être simple, mais n'ayez pas peur de vous faire des ennemis. Concrètement, entre le public suisse et le public français, qui est-ce qui gagne? C'est qui le meilleur public? Mais je crois, écoute, c'est plutôt, c'est pas le public suisse, le public français ou le public belge. Il y a des régions dans chaque pays qui sont un peu plus chaleureux que d'autres. Par exemple, je sais que dans le nord de la France, ça marche très bien. Je sais que dans certaines régions de Suisse, c'est un peu moins fort, mais dans certaines régions, c'est très fort. En Belgique, c'est un public très agréable aussi. Donc, je me ferai pas d'ennemis avec ça. À un moment donné, quand je chantais dans le cadre scolaire, ça m'arrivait pendant un temps parce que personne ne savait qui j'étais, donc je chantais dans les théâtres. Les écoles se déplaçaient dans ces théâtres avec leurs maîtres, leurs maîtresses. Quand je chantais dans les zones urbaines, c'était un peu plus difficile parce que les gamins étaient un peu plus énervés. Et puis quand j'étais dans les campagnes, c'était calme et tranquille et c'était plus agréable. Donc c'était plutôt l'endroit où les enfants vivaient. Mais maintenant tout se mélange parce que quand je fais une grosse salle, ils viennent un peu partout. Donc ça un mélange qui... Je pense pas que ça pose de problème. C'est des fois... imaginons par exemple que le spectacle se passe à 3h ou 4h l'après-midi, qu'ils sortent de table, ils ont un petit peu sont en train de digérer, peut-être qu'ils auront un petit peu plus de peine à s'exprimer, mais c'est tout, hein. Autrement les enfants sont les mêmes un peu partout. Allez, je vais vous demander aussi votre meilleur, si vous deviez retenir une seule chose de votre carrière, un souvenir, un moment, alors en concert ou en enregistrement ou avant ou après, lequel est-ce que ça serait? Quel moment est-ce que ça serait? S'il ne restait plus qu'un moment, qu'une image. Alors écoutez, il y a un moment qui a été absolument crucial dans ma carrière. J'en ai parlé au tout début de la conversation. C'est quand j'ai fait venir mon fils dans mes combles en Seine-et-Marne. J'habitais à Cesson-la-Forêt à ce moment-là.
Et que j'ai vu ma fille qui venait de naître, elle avait quelques mois comme ça. Et il est monté et il a enregistré Ma petite sœur est jolie. Ma petite sœur est jolie, J-O-Jo et Lily. Sais-tu que son nom c'est Camille, C-A-K-M-I. Voilà. Il a chanté ça et je pouvais pas imaginer 2 secondes que ce qu'il faisait là, ça allait m'amener sur cette voie, quoi. Et ce sont mes amis qui m'ont conseillé de pas laisser ça dans un tiroir. Et à partir de là, c'est vraiment cette chanson finalement qui a décidé de la carrière que j'ai fait. Enfin, je pense que c'était un moment absolument crucial dans ma vie. Après, il y a eu d'autres moments, bien sûr, qui étaient importants, dont je vous ai parlé aussi, comme Jean-Michel Boris va se faire l'Olympia, c'était important, bien sûr. Il y a plein de choses qui étaient importantes. Mais disons que là, le fait d'avoir fait cette chanson pour ma fille, qu'elle ait été chantée par mon fils et qu'elle soit sortie de manière complètement confidentielle au départ et que les gens l'aimaient et ça m'a permis d'avoir envie de faire un 2e album. Enfin, c'est grâce à cette chanson-là. Je pense que c'était crucial pour moi. Est-ce que votre fils d'ailleurs a eu une crise d'adolescence où il était un peu on va dire en conflit, ou disons que là vous êtes retrouvés, enfin on vous retrouve vraiment ensemble là, mais est-ce qu'il y a eu en adolescence qu'à un moment donné il a essayé de s'écarter un peu de ça, ou est-ce qu'au contraire ça a toujours accompagné? Il m'a pas toujours accompagné, il a eu des moments difficiles quand il était adolescent. Je me souviens très bien un jour où il m'a dit, écoute, je crois qu'il avait 17 ans, donc il n'était pas encore majeur. Et puis il m'a dit, papa, je trouve que t'es devenu un peu con, j'aimerais bien partir de la maison. Bon, d'accord, merci beaucoup. Il m'a dit en plus, t'as beaucoup changé. J'ai dit, c'est sûrement pas moi qui change à cet âge-là, c'est sûrement toi qui change. C'est normal à l'adolescence qu'on change. Et j'ai dit, écoute, vas-y, pars, je te fais confiance. Voilà. Puis après on s'est retrouvés et puis on était dans le studio, il a enregistré La sorcière de minuit par exemple, c'est lui qui joue de la batterie. La glace au citron aussi, enfin des choses comme ça. Puis après on s'est reperdus et puis sur cette histoire de club de rock qui m'a demandé, c'est là qu'on s'est dit, mais attends, un truc très rigolo à faire. Il m'a dit, papa, t'as rien à prouver, si tu veux t'amuser, on va faire un petit bout de chemin ensemble, tu serais d'accord? Puis on est parti comme ça. Mais je suis toujours très bien entendu avec lui, à part ce moment où il m'avait traité un petit peu comme ça. Mais j'en ai pas trop voulu parce que j'avais l'âge pour le faire. Mais là, je me suis retrouvé maintenant avec un fils qui est un adulte et avec qui je travaille. Et c'est un partenaire adulte, disons. C'est mon fils, bien sûr, que j'adore, mais je l'écoute aussi dans tous les arrangements du disque. Il a une partie très importante à son profit, bien sûr, hein, et l'autre aussi d'ailleurs. Alors ça va être une dernière question, peut-être plus une question parce que là du coup parmi la génération de parents, enfin d'enfants qui vous ont écouté, certains deviennent parents de plus en plus, c'est une épidémie. C'est quoi aujourd'hui vous conseilleriez lequel de votre album pour des enfants, de jeunes parents, d'enfants qui naissent aujourd'hui en 2016, 2017, 2018? Bah, écoute, ils les achètent tous alors. Non, ils achètent tous, que ce soit le premier avec Mon Gros Loup, ensuite Charlotte, ensuite Flagada, ensuite voilà. Puis après il y a eu Les Bêtises à l'école, il y a eu Le Brou-Tambour, il y a eu toutes ces chansons-là. Enfin disons les 7-8 premiers albums sont vraiment des albums qui ont marqué beaucoup de générations, quoi. Beaucoup d'enfants. Et c'est dans ces albums-là que je puise pour faire mon nouveau spectacle. Henri Dess, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table pour Henri Dess, Chantour? Non, ils sont sages encore. C'est normal, la nuit ne fait que commencer. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu aussi aux questions des gens dans le chat qui ont beaucoup apprécié ces éclaircissements et qui, bah du coup, je pense, vont se mettre à faire des enfants maintenant pour pouvoir reprendre vos albums dans la foulée. Et quand est-ce qu'on vous revoit à Paris, nous? Donc, je vais commencer mon nouveau spectacle qui s'appelle Henri Dess en solo. Donc, je suis tout seul à la guitare sur scène et je vais passer à la Grande Comédie du 10 novembre au 23 décembre, toutes les fins de semaine, tous les samedis et dimanches. Donc, la location est ouverte et ça marche déjà bien. Donc, allez-y. Ah bah, écoutez, et je me réjouis de vous y voir. Ah bah chiche, allez, on s'y verra là-bas. Merci beaucoup en tout cas d'être passé, c'était très cool. Et puis bah à très bientôt, du coup sûrement à Paris. Mais c'est un grand plaisir, merci de m'avoir appelé. À très bientôt, au revoir, merci beaucoup. Au revoir tout le monde, au revoir. Au revoir.
Hop là, comment ça va autour de la table? Ça va bien. Est-ce que votre enfance a été chamboulée par quelques révélations qui ont pu avoir... Je suis un peu trop jeune. Ok. Encore. Un peu trop jeune encore. Moi, je veux un featuring avec Stromae. Ah non, mais là, il nous a vendu... Attendez, on va faire un petit... On va juste... Est-ce que vous pouvez faire des tweets, s'il vous plaît, en arrobase Horides? Je sais pas s'il est sur Twitter. Si, il est sur Twitter, bien sûr. Et ben, je veux que vous mettiez un arrobase de chaque côté et que vous les spammiez de ouf parce que il faut faire un truc là. Vous voulez pas qu'on fasse un petit sondage? On a un nouveau système de sondage pour faire revenir les gens. Est-ce que vous avez une question que vous voudriez poser au public par rapport à Henri Dess ou pas? Avec quel artiste il vaudrait un duo d'Henri Dess? Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Faut que ce soit deux. Ah bah on peut faire un truc genre Aurel San. Ouais, avec un choix. Lequel Big Flo et Oli ou je sais pas quoi. Lequel des deux doit? Stromae ou Aurel San? Stromae ou Aurel San. Allez, je lance ce sondage tout de suite pendant que... bonjour Clara. Salut. Quel plaisir. Clara était une des premières invitées à cette édition de l'original puisque je lui ai envoyé un message hier matin. Oui, c'est ça. Et du coup, apparemment, les gens avec qui j'étais censée raconter des trucs sont pas au courant non plus. Non, bah non, mais parce que les tables, vous savez que les tables se construisent au fur et à mesure, et je me suis dit que c'était effectivement des trucs à l'arrache. Vous savez que la nuit originale, c'est pas à l'arrache, ça ne fonctionne pas. Enfin. Alors, dans un premier temps, et avant de présenter ça, on va faire le dernier sondage. Je voudrais juste faire un petit tour de table sur qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez gamin pendant que je balance la sauce. Baptiste, non, Christelle, vas-y, tu commences. Moi, j'ai Yves Duteil et Anne Sylvestre, et je tiens à dire d'ailleurs que je me suis retrouvée dans un ascenseur avec Yves Duteil à un salon du livre de Genève, et ça fait vraiment très bizarre. Ok. Et Alex? Moi, alors pas du tout le même registre. Mes parents détestaient la chanson pour enfants, donc j'écoutais les Doors, j'écoutais Queen, Nirvana, rien à voir. Moi, exact. Moi, ma vie a été partagée entre la passion de ma mère pour des chanteurs italiens, Eros Ramazzotti, et j'ai eu aussi beaucoup de Jean-Jacques Goldman. Voilà. Ah, oui. Vous pouvez voter sur Twitter hashtag Nuit Original en fait. Si vous mettez hashtag Nuit Original, vous répondez Aurel San ou Stromae, vous allez vous voir dans le truc là, machin. C'est nouveau. C'est une petite nouveauté du jour. Allez, hop, vous votez et vous me dites c'est qui le meilleur. Ensuite, pardon, Clara. Oui, déjà bonjour. Salut. Ça va? Moi, on m'a foutu un violoncelle dans les mains à 4 ans, donc je t'avoue que ça change un peu ce que t'écoutes. On peut faire la pause de toi J'ai à une 4 photo, ans. non mais tu sais que j'ai une photo, je te l'envoie si tu veux dans 5 minutes. Oui, on va la passer là. Hein. J'espère. Et du coup, moi, c'était très 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 Pierre et le Loup, tu vois. C'est trop bien, Pierre et le Loup. Et c'est si bien. Voilà. Batoche, de ton côté. Bah moi écoute, je suis pas original du tout parce que j'ai commencé la batterie à 8 ans et j'écoutais AC/DC. J'ai commencé à jouer du AC/DC à 8 ans. Yes, à 8 ans, AC/DC. Voilà. Quel morceau? Quel morceau Parce qu'il y a une différence entre Thunderstruck et Back in Black. Hein. Thunderstruck. Très bien. Et ok. Écoutez, là le vote poursuit son cours. Alors sans surprise, c'est Stromae qui l'emporte pour l'instant avec bien plus de sûr. 52 votes. Pour l'instant, Henri Dess évidemment. Ouais. Moi j'aimerais bien un feat de Henri Dess et un truc bien genre Lorenzo, tiens. Henri Dess et Lorenzo, ouais. Elvis Romeo. Fait du sale m'amène. Roméo mais grave. Avec Vald. En même temps, tu vois, Henri Dess fit Thérapie Taxi. Wow. Le futur. Et en même temps, il parlait beaucoup de chansons françaises. Il y a la chanteuse Fishback qui doit passer peut-être tout à l'heure dans la soirée. Elle a un gros programme, mais elle est censée pour venir. Donc on va voir si elle vient dans la nuit ou pas. Auquel cas, on a un piano. Alors je sais pas si vous le voyez bien parce qu'il est en dehors de la caméra, mais on a un piano. Donc au pire, on fera un blind test avec Fishback et Henri Dess. Et voilà, on fera un petit mashup. Voilà, et pour l'instant c'est Stromae qui l'emporte sans grande surprise contre Aurel San. Et voilà, merci. C'est un très très beau sondage qu'on va pouvoir interrompre tout de suite. Merci beaucoup d'avoir participé.